Eh bien, comme c'est devenu la coutume, je ne présente pas nos invités, puisqu'il y en a un qui est un habitué dorénavant, Serge Méret, et qui va se charger de nous présenter son compère, avec qui il va partager la vedette de ce soir. Ça va être très agréable. C'est pas mon compère, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai la plus haute estime depuis longtemps, Marc Sokol, qui est vraiment quelqu'un qui a une connaissance profonde, qui est à la fois de la Chine et de la tradition de la pensée chinoise, qui est acupuncteur, qui connaît parfaitement les techniques de l'anthropologie, des techniques du corps, comme Marcel Mauss l'expliquait, et qui vient d'éditer un livre passionnant, voilà, chez Larousse. On le montrera au montage, ne t'inquiète pas, il sera très visible. La parole à Marc. Eh ben, pour te présenter toi, comme tu as dit, tu es connu comme le loup blanc ici, et donc je sais, bon, voilà, on se connaissait sans vraiment tellement se connaître. Je sais, bon, maintenant je sais que tu es, dans la lignée, enfin voilà, redis-moi le nom du maître chinois. Tong Jiuxiang, c'est mon maître. Voilà. Mon maître taoïste. Et puis c'est en fait, on a tendance, enfin voilà, on en saura bientôt plus l'un sur l'autre. Voilà. C'est ça. Pour le moment, du coup, on va faire, au commencement, c'est justement une grande occasion de rencontre, puisque finalement, voilà, ça va, oui, c'est une grande occasion de rencontre. On va faire d'abord chacun présenter son univers, ce dont voilà, ce qu'il est. Et après, on ouvrira quelque chose auquel on serait ravis que vous participiez. Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, je me lance. Oui. J'ai intitulé mon bouquin, Initiation. Alors, je dis deux mots sur mon trajet rapidement, parce que on s'en fout un peu de ma vie, mais disons que je suis venu... ma grande question, à un moment, c'était... il y a eu toute une période de ma vie où j'étais apprenti comédien, et ma grande question, ce que je ne trouvais nulle part, c'était mais qu'est-ce qui fait la présence d'un acteur? Dans les cours, on apprend toutes sortes de choses, mais pas qu'est-ce qui peut permettre cette densité d'être, que quelqu'un s'assoit, se pose, ne bouge pas, et que personne ne s'ennuie. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui fait un Laurent Terzieff? Qu'est-ce qui fait un Louis Jouvet? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est inné? Il y a des gens on se retourne quand ils entrent, et il y en a d'autres, non. Et je ne sais pas pourquoi, cette question m'a complètement emmené. D'autant plus qu'en fait, ça ne m'intéressait pas à l'époque, le monde de l'acteur. Ce qui m'intéressait, c'était justement les outils pour faire ce voyage-là. Et dès que j'ai trouvé ces outils ailleurs, j'ai lâché le théâtre. Bon, j'ai tourné 2-3 trucs, mais j'ai vite lâché, parce que ce qui m'intéressait, c'était le chemin vers soi-même. Et c'est ce que j'ai trouvé, moi, dans la tradition chinoise. Mais ce n'est pas la tradition en tant que telle, c'est les outils qu'elle donne. Et je vais justement vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que j'ai trouvé moi dans cette pensée, dans cette manière de voir le monde qui était révolutionnaire, qui m'a permis d'exister tout simplement, d'être là. J'avais une grande fascination à l'époque pour les poètes maudits, voilà. Je ne crois pas que j'étais parti pour faire de vieux os, mais c'est cette pensée chinoise qui m'a vraiment permis d'incarner ça. Alors, ce que j'ai découvert, je vous dis tout de suite, ce que j'ai découvert de plus extraordinaire sur cette histoire de qu'est-ce qui fait la présence, c'est que c'était précisément le contraire de ça. J'ai un prof de théâtre qui nous l'a fait sentir à un moment, c'est que tout le monde veut se projeter, surtout à notre époque. On va voir par rapport au taoïsme, justement, la sensibilité taoïste, c'est le contraire. Et même on retrouve ça dans d'autres traditions. Dans la Kabbale, il est question du tsimtsum, du retrait. Et
Ce que j'ai découvert, c'est que dans le monde du théâtre, c'est que c'était précisément, il y a un jour, un prof qui nous a dit, et si l'acteur arrêtait de se projeter, arrêtait d'avancer, mais au contraire reculait, est-ce que c'est pas le public qui avancerait? Et ça m'a amené à la méditation. Cette réflexion-là, je l'ai réentendue dans ma tête quelques années plus tard, et de très nombreuses heures de silence après. Que en créant un espace, en ouvrant, voilà. Et dans la pensée chinoise, j'ai trouvé tout à fait les éléments pour le faire et le penser en même temps. Parce qu'on a quand même besoin de le penser aussi. Alors, si on continue sur ce propos-là, qu'est-ce qui ferait la spécificité de ce que j'appelle la pensée chinoise? En fait, aujourd'hui, je ne parle plus. Tu surveilles, vous me dites... Hein, quand... Oui, bon, 3/4 d'heure à peu près, chacun. D'accord. Aujourd'hui, je ne parle plus de pensée, vraiment de pensée chinoise et de pensée occidentale. Dans mon langage à moi, dans ma sensibilité à moi, la différence, elle est entre ce que j'appelle une pensée objective et une pensée poétique. Pensée objective, c'est une pensée d'objet. On pose un objet, on l'examine. Et l'Occident a fait ça d'une manière extraordinaire, jusqu'à zoomer, jusqu'à la structure intime, jusqu'à l'atome, jusqu'à l'intérieur de l'atome. Voilà. Mais il a posé l'objet là, et il a zoomé. Pour cela, il faut le séparer du reste, et surtout qu'il n'y ait pas d'interférence, si on n'est plus dans de l'objectivité, mais dans de la subjectivité. C'est la pensée objective. Ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, la pensée occidentale, en travaillant comme ça, a fini par se retourner exactement au contraire, et à découvrir qu'il y avait toujours eu de l'interrelation. Mais elle a mis au maximum de côté. Hein, jusqu'à ce que, effectivement, comme tu parlais de Niels Bohr, etc., jusqu'à ce que les choses lui deviennent évidentes, qu'en jouant là-dessus, on a fini par retrouver l'autre bord. Mais cette pensée que j'appelle poétique, c'est donc une pensée de l'interrelation. Alors après, il ne faut pas demander à l'un ce que l'autre peut donner, c'est-à-dire cette pensée, cette manière de vivre, cette manière d'appréhender le monde ne permet pas, par exemple, des définitions. Ce n'est pas une pensée de la définition, ce n'est pas une pensée du concept. C'est plus de l'interrelation. Elle est destinée à plonger dans le monde, à être dans le monde. Le père Lard, qui est un grand sinologue avec lequel j'ai eu la joie, l'honneur de travailler, il disait parfois il n'y a pas de pensée chinoise. Bon, c'était de la provoque. Pourquoi il n'y a pas de pensée? Il ne voulait pas dire que les Chinois sont bêtes. Il dit personne ne s'arrête pour penser. Et quand vous voyez dans le Chuang-Tzu, tous les grands philosophes, les grands maîtres qui sont présentés sont des artisans. Ce sont des gens qui pensent aussi avec leurs mains. Et comment on sait que c'est des grands? À la perfection de leur roue de charrette, de leur peau, à leur manière extraordinaire d'attraper les cigales en plein vol. Vous voyez, c'est toujours une pensée dans la vie. D'ailleurs, il n'y a pas de discours réellement philosophique au sens où nous pensons la philosophie. Et alors, pourquoi, question qui se poserait à ce moment-là, qu'il y ait une pensée poétique, qu'il y ait une pensée symbolique, et puis qu'il y ait une pensée plus objective qui cherche à isoler l'objet, pourquoi pas? Mais pourquoi? Alors, deuxième question, c'est cette pensée occidentale, cette pensée de l'objet. Elle est géniale. Elle a produit des effets extraordinaires. Elle a transformé le monde. Le gros problème, c'est son arrogance. C'est qu'elle croit qu'elle est la seule manière de penser et qu'elle exclut toute autre manière. Il y a une pensée autre, il y a du symbolisme en Occident, il y a de la poésie en Occident, ô combien, mais souvent elle est un peu subversive, souvent elle passe dans les marges. On me donne rarement les clés de la cité aux poètes. Et pourquoi est-ce que les Chinois, qu'est-ce qu'il y a de chinois dans cette histoire? Parce que jusque-là, on a compris, bon, il y a une manière de penser qui serait plus objective. Ce que je décris souvent, c'est cette pensée est extraordinaire. Je prends l'objet, je l'isole, je zoome jusqu'à l'intérieur. Par exemple, quand Descartes décrivait le corps humain,
il décrivait à partir de l'objet le plus perfectionné pour lui à l'époque, la montre. Aujourd'hui, ce serait l'ordinateur, ou etc. Et il la décrivait comme avec des rouages, etc. C'est encore la pensée dominante sur le corps en Occident. Hein? On va changer les rouages. Et même peut-être on va améliorer le modèle initial. Aujourd'hui, on en est là. C'est ni pire, ni... Simplement, c'est toujours de croire que nous sommes un assemblage de choses. Et de pensées, etc. Et c'est relativement vrai. Je dis souvent, si j'isole l'objet et que je zoome dessus, à condition que l'objet ait le bon goût de rester un objet et de ne pas se transformer pendant que je l'observe. Or, il se transforme, et je me transforme, et le monde autour de nous se transforme, et notre pensée occidentale est trop lourde pour appréhender tout ça. Le temps que j'ai construit le concept, ça a déjà changé. Pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, vous savez, tout ce qu'on appelle la transversalité, enfin les physiciens se tournaient vers les poètes en disant « aidez-nous à comprendre ». Parce qu'on comprend, on découvre des choses que notre esprit n'arrive pas à comprendre. Friedrich Capra avait écrit là-dessus, enfin plein de gens. Alors, juste question, pourquoi les Chinois? Qu'est-ce que viennent faire les Chinois là-dedans? Pourquoi est-ce que les Chinois penseraient un peu autrement que nous? C'est pas parce qu'ils vivent à l'autre bout du monde. Moi, je pense, personnellement, qu'il y a une raison. Bon, il y a l'isolement de disons, une certaine autonomie de la Chine qui fait qu'ils ont fonctionné un peu entre eux, etc. Mais il y a surtout le fait que la langue chinoise s'écrit avec des idéogrammes. Et penser avec des images ne produit pas la même pensée que penser avec un langage, avec des phonèmes qui donnent des concepts. Et ça, pour moi, ça a été une porte extraordinaire. Bon, j'ai eu la chance, moi j'ai été accompagné par un grand monsieur qui s'appelle Jean-Marc Essalé. Je travaillais avec des grands sinologues. Et Jean-Marc m'a vraiment pris par la main et emmené dans la forêt des idéogrammes. Il m'a jamais dit quelque chose qu'on n'ait pas été voir en chinois dans le texte. Je passais ma vie à faire voilà. Donc, mais c'est pas parce qu'il y a des très bonnes traductions. Il n'y a pas besoin de la refaire, je ne fais pas mieux. Même dans mon bouquin, il y a quelques textes sur les saisons, j'ai passé des heures à les retraduire. Mais j'avais des très bonnes traductions sous les yeux. Mais c'est parce qu'il se passe quelque chose quand on passe du temps avec ces idéogrammes. C'est comme si, vous voulez, c'est comme si on confondait, enfin, c'est comme si je vous disais, je vous donne la description d'un Van Gogh. Et comme je suis un grand peintre, eh ben, elle est peut-être mieux que ce que toi tu vas voir. Elle est plus fournie en référence. Mais ça ne remplace pas la contemplation d'un Van Gogh. Et les idéogrammes nous emmènent dans une expérience. Voilà. Donc cette pensée-là, du coup, fonctionne autrement. Voilà. Ça vous parle? Alors si vous voulez bien, je continue un petit peu là-dessus. Si elle ne fonctionne pas avec des concepts, les concepts, c'est des définitions. Et les définitions qui renvoient à d'autres définitions. Et c'est une chaîne sans fin. T'inquiète, je ne m'inquiète pas. Je couperai, ne fais pas attention à moi, là. Si elle ne fonctionne pas avec des définitions, comment est-ce qu'elle fonctionne? Je vous l'ai dit, avec des symboles, des emblèmes. C'est une pensée qui va fonctionner à partir de symboles, d'idéogrammes. On en parlait beaucoup tout à l'heure. Je voudrais vous montrer le symbole le plus connu. Tout le monde connaît ce truc-là. Voilà. Tout le monde sait. Ça s'appelle Tai Chi. Tai Chi, c'est pas Chi de Qigong, c'est Tsi, mais ça a tout à voir avec le Tai Chi Chuan. Ça veut dire le sommet suprême. Tai Chi. Tai, c'est le plus grand. Comment? Grande polarité, oui. Sommet suprême. Oui. Tai, c'est vraiment grand, le plus grand. C'est le superlatif. Mais bon. Chi, la poutre fêtière. Alors, je vais vous parler 3 minutes, si vous voulez. On va explorer ensemble pour se promener. À partir de ça, on va développer, moi, mon bouquin, c'est un commentaire de ça. C'est un commentaire uniquement de ce diagramme-là.
Il n'y a pas besoin d'autre. Mais, je vous le redirai tout à l'heure, je le dis tout de suite, ça contient tout, mais personne ne s'est jamais prosterné devant en disant que c'était la vérité. C'est une manière de dire. Dans le livre, je reprends, je paraphrase Godard quand il dit c'est une image, ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Eh bien, c'est une image juste, mais c'est juste une image. Mais elle fonctionne. Jung, fonctionner, c'est un terme extrêmement important en Chine. Jung, c'est ce qui fonctionne, ce qui fait que les choses arrivent. En général, ce qui fonctionne, c'est le vide. Sous le vide fait fonctionner, permet le fonctionnement. Mais si vous voulez, on reste avec des artisans. Et on se pose la question de comment est-ce qu'un peintre, un artisan chinois traditionnel, peint cette chose-là. Et bien en fait, d'abord, il prend un cercle de bois, par exemple, et il le peint en noir. Complètement noir. Ça, c'est la première étape. C'est très intéressant, parce que c'est pas rien. C'est un cercle noir. C'est pas rien, mais il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Ce qu'on appelle le ciel antérieur. Ce qu'on appelle avant que quoi que ce soit arrive. En chinois, il y a plusieurs références. Le runtun, le chaos, la soupe prébiotique. Avant, il y a tout pour que quelque chose arrive, mais rien n'arrive encore. Tout est là potentiellement. Mais ce n'est pas un truc mystique. C'est mystique aussi, si on veut, mais c'est là où on retourne pendant le sommeil profond. C'est là où on va pendant la méditation. Quand on revient à la toile de fond, à l'obscur créateur. Swan, l'obscurité, le mystère. Donc d'abord, il évoque ça. Il le fait exister. C'est très important parce que c'est ce qu'on fait. Quand on soigne, on fait exister d'abord ça. Quand je reçois quelqu'un, l'important c'est d'abord de le recevoir comme un mystère et pas comme une énigme que je dois résoudre. Pas, vous voyez, comment je vais faire, et voilà. Mais de le recevoir en sachant que, au fond, il restera. La situation est par essence profonde et mystérieuse. Quand on se retrouve là, qu'est-ce qui se passe? Au fond, il y a un mystère. Il y a quelque chose. On peut contempler sans chercher à le remplir. Et ça, déjà, c'est une chose très importante. Si dans notre vie, on prend le temps, de temps en temps, d'être là un peu en suspens. Pas à contempler les objets du monde, mais à revenir comme au mystère d'être, tout simplement. Bon, c'est ça. Après, il va se passer quelque chose. Il va tremper le pinceau dans la peinture rouge, il va le poser, et il va déployer cette sorte de tétard rouge. Alors, et il va mettre en plus, en bas, un petit œil rouge. Et en creux, en haut, un petit œil noir. Mais voyez, ça, c'est pas équivalent. Parce que sous le noir, sous le rouge, il y a du noir. Mais sous le noir, symboliquement, il y a toujours du noir. Là, on n'est pas encore tout à fait dans yin-yang, on est à l'aube de yin-yang. Noir, c'est même pas encore yin, ça va devenir yin, mais c'est avant même qu'il y ait... Si vous voulez, c'est comme la nuit profonde. Le noir, vous savez, c'est comme avant qu'il y ait le premier jour. Et après, on verra que la nuit porte la trace de ça. Dans la Bible, on nous dit au moment dans la Genèse, il y eut une nuit, il y eut un jour. Ça commence toujours par la nuit. Dans la Bible, c'est toujours la nuit qui est en première. Les fêtes religieuses, en tout cas dans la tradition juive, commencent la nuit. Le Shabbat commence le vendredi soir, etc., etc. C'est-à-dire, c'est cette nuit créatrice. Donc là c'est même pas encore la nuit, puisqu'il n'y a pas encore eu le jour pour dire que c'est la nuit. Je donne souvent comme image, c'est comme le ciel étoilé. Le ciel étoilé, il est là pendant le jour. Mais la nuit, mais le jour, le soleil, la lumière le recouvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Donc, vous voyez, bon, c'est un peu... Désolé si ça paraît un peu complexe ou étrange, mais c'est très intéressant de penser déjà que dans cette manière de penser, on invite le mystère. On invite le non-savoir.
Moi, je dis souvent que quand je soigne, je me sers autant de mon ignorance que de mes connaissances. Mon ignorance est peut-être plus importante. Mon ignorance dans le sens de ma capacité à m'abandonner à la situation. Et à pas à la prétendre que j'ai tout compris. À me méfier même de celui qui croit qu'il a compris. Parce que ce qu'on comprend n'est peut-être pas le plus important. Ça n'empêche qu'à un moment, il faut faire un travail quand même de penser. Mais... Alors, il déploie ces trucs rouges. Là maintenant, ça y est, on va pouvoir parler de yin-yang. Il y a deux éléments, il y a deux... Pas deux éléments surtout, il y a deux aspects à la chose. Il y a ce rouge qui monte et il y a ce noir qui apparaît. En réalité, c'est pas sur le fond, c'est pas complètement symétrique. Nous, on adore la symétrie, donc on voit yin-yang comme les deux lions de chaque côté de la cheminée, vous savez, pour tenir la bibliothèque. Parce que, comme je vous disais, sous le rouge, il y a du noir. Sous le noir, il y a toujours du noir. C'est... Comment? Pour ça, souvent, je dis, on ne fait pas du calme. On ne médite pas, au fond. Quand on dit je fais de la méditation, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on fait, c'est pas de la méditation. Si on fait, c'est de l'action. C'est une action qui va vers le silence, pour qu'à un moment émerge le fond noir. Mais je ne le fais pas advenir. Je ne fais pas le calme. Je laisse redescendre mon agitation. Et peut-être le calme va apparaître. Enfin, moi, je vous parle de choses parce que ça fait 40 ans que je suis là-dedans, voilà, jusqu'au cou et un peu au-delà. Donc voilà, à partir de ça, vous voyez, on va pouvoir se servir de ça, de cet emblème, Tai Chi, pour décrire toutes les modalités. Yin-yang, le yin qui descend, le yang qui monte, c'est toujours yin-yang. Je dois les avoir là, les yin-yang, j'ai vu que tu les avais. Yin-yang. Il est sur la couverture du livre. L'éditrice a trouvé très... Voilà, c'est superbe, voilà, il y a un cercle doré, et il y a ces termes yin-yang, yin-yang, yin-yang. C'est magnifique. Et bien voilà l'idéogramme. Mais alors, vous voyez, si on regarde yin-yang, je veux juste vous le montrer comme ça. Encore une fois, parce que dire yin-yang, voilà, ça, tu me diras. Enfin, c'est bon. Ils ont une partie commune. Vous voyez la partie de gauche? Oui, de gauche, oui. Ça. En fait, ça, c'est une montagne. C'est une colline. Au départ, c'était à plat, la colline, et puis après, elle s'est renversée. Et au départ, c'était, disons que ça pouvait être comme ça, la colline. Et puis, au fur et à mesure, voilà. Et la deuxième partie, ça, c'est yin, c'est... Maintenant, il y a des nuages. De l'autre côté, c'est la même colline. Donc, vous voyez, yin-yang, c'est la même colline. Il n'y a pas un objet yin, un objet yang. C'est la même colline, comme la même pièce de monnaie, côté pile, côté face. Quoi? Non, je pense aux mutations. Voilà. Oui, après, en plus, ça se transforme l'un dans l'autre. Et donc, le yang, c'est le soleil et des êtres, des trucs, des machins. La vie. Une des meilleures, pour moi, choses que j'ai entendues là-dessus, c'est celle d'un grand sinologue qui s'appelait Marcel Granet, qui parlait de Hadrey et Ubach. Le côté ensoleillé et le côté ombre de la colline. C'est la même colline, mais la vie n'est pas la même. Il n'y a pas les mêmes... Il y a pas, voilà, ça change. C'est le même, hein, comme dirait Verlaine, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Voilà. Et voilà, c'est la première chose qu'on va pouvoir faire avec ça, yin-yang. De là, on va pouvoir, parce qu'en plus, ça change, ça repasse, ça se transforme constamment l'un dans l'autre. Quand le yang est à son maximum, c'est là que naît le yin, le petit œil noir. Quand le yin est à son maximum, c'est là que naît le yang. On va voir ça avec la symbolisme des solstices. Quand le jour est arrivé au maximum du maximum du maximum, c'est le début du mouvement qui va redescendre vers la nuit. Et quand on a plongé dans la grande profondeur, c'est là qu'on rencontre la racine de la lumière qui va remonter. C'est la symbolique de Noël. À minuit, la nuit la plus nuit, dans la profondeur de la terre, dans une grotte, apparaît le germe de lumière. Voilà, on va voir
plein de choses autour de ça. Vous voyez, on va pouvoir le composer en plein de choses. Après, cette pensée, c'est une pensée stratégique. On va simplement le découper et dans le nombre, on va développer des stratégies. Par exemple, si on le divise en 4, on va avoir 4 saisons. Si on le divise en 5, on va avoir ce qu'on appelle les 5 éléments, 5 mouvements, 5 dynamismes. Moi, je traduis 5 dynamismes. Beaucoup de gens le traduisent par 5 éléments. J'ai des raisons de trouver que c'est pas... Enfin voilà. Mais après, il suffit de se mettre d'accord. Ou aussi. Après, on va pouvoir le faire en 6, qui va nous amener au système des méridiens. Le faire en 8, qui va nous emmener dans les méridiens curieux. Le faire en 12, ce qui va nous amener dans les mois et les choses de l'année. Même en 24, voire en 64. Donc, mais voyez, mais c'est un regard stratégique. C'est toujours ça, vu sous un certain regard. Et les nombres, dans la tradition ancienne, notamment chinoise, mais aussi en Occident, on l'a un peu oublié, pour nous, les nombres sont uniquement quantitatifs. C'est-à-dire, comme disait l'objet, ils me servent à compter mes objets. Bonjour. Le plus confortable. 5, ça veut dire, j'ai 5 brebis, t'en as 3, je suis plus riche que toi. Vous voyez, on voit l'aspect quantitatif. Dans les traditions anciennes, les nombres désignaient aussi une qualité. Et c'est drôle parce que le père Lard, je suis un grand sinologue, à chaque fois que je le rencontrais dans un couloir, chaque fois, effectivement, c'était le message qu'il allait me faire passer. Il me disait, souvenez-vous bien que si vous voyez une contradiction entre quelque chose qui est au chapitre 6 et quelque chose qui est au chapitre 8, c'est du point de vue du 6 et du point de vue du 8. Et c'est vrai que quand on travaille sur les textes, on voit bien que c'est pas qu'il faut, le 6, c'est pas parce qu'il faut avoir lu d'abord le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 pour le lire. C'est parce que tout ce qui est sous le 6 est du niveau du 6. Et c'est vrai aussi pour le Lao Tse, c'est vrai aussi, voilà. Et c'est vrai aussi dans la Bible. Ô combien? Regardez la Genèse, au 3e va apparaître le 3e compère, le serpent. Et puis, c'est au chapitre 3. Moi, je sais que quand je cite, c'est devenu un tic, je cite toujours le numéro du chapitre. Je ne dis pas Lao Tse a dit, simplement. Mais, ou dans les textes de médecine, il y a 2 grands textes de médecine, Sowen et Ling Shru, toujours on dit le numéro parce que quand on a l'habitude de s'y frotter, rien que le fait que ce soit au chapitre 5, d'abord au bout d'un moment on sait à peu près ce qu'il y a dans le chapitre 5, et puis on sait l'esprit. C'est que ça parle du monde vu par 5. C'est moins vrai pour les chapitres 90, enfin, non, il y en a 81 de toute façon, risque rien. C'est toujours 81 les chapitres. Parce que 81 c'est 9 fois 9, encore une fois, la numérologie est au cœur de l'affaire. Ça va? On a encore un petit peu de temps. Oui. Donc, vous voyez, on a présenté la nuit profonde. Encore une fois, ça, c'est tout simplement là où on va, dans le sommeil sans rêve. Là où on va tout le temps. Et c'est là où c'est ce dont on s'approche quand on est capable de laisser un peu tomber l'agitation du rouge et de laisser apparaître, même en plein cœur de la vie éveillée, même dans l'action, la non-action, la contemplation. Quan, l'œil sur patte, la contemplation. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je ne sais pas où on en est de l'heure. Oui, 8h20. Je continue encore un peu. Je vais développer à partir de ce truc-là. Alors, pour vous présenter, je parlais du livre. Le livre, il est composé de 3 parties. La première va être le développement, ce dont je vous parle aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler beaucoup des 2 autres parce qu'elles sont plus... Enfin, je vous les présente. La première parle des bases fondamentales, donc ces notions-là. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est là où elles nous intéressent. Vous voyez, c'est intéressant que ça arrive à dire, si vous avez mal à la tête, il s'est passé quelque chose. T'as repéré? Elle a fait un bruit, il faut...
Extraordinaire. La caméra s'est arrêtée. Ça s'est arrêté, il faut la renvoyer à chaque fois. Non, non, c'est très bien. T'as relancé? J'ai relancé. Pardon. Merci André. Donc juste, oui, je vous présente le livre. La première partie, ça, disons que c'est celle qui me tient très à cœur, c'est le cœur de du système. La deuxième parle du système des méridiens. Et ça, c'est pour moi très important parce que c'est une autre description. Comment à partir de là, on va décrire le corps et le monde comme un système de réseau. Et puis avec des lieux spécifiques qu'on appelle des points. Et ces points, c'est pas très juste. C'est des cavernes. Et toujours le vide, toujours pas. C'est un point où on voit un truc en plus. Hein, c'est l'intuition que quand je me promène, il y a des chemins. Ça m'emmène dans des... Ça suit des routes. Mais dans ces routes, il y a des endroits où il se passe quelque chose de spécial. Il y a des grands points. Il y a des petits. Il y en a d'intérêt local. Il y en a, voilà. Mais il ne faudrait pas trop vite les réduire à des machins pour qui servent. Ce point-là, il sert à rien. Je m'en sers dans certaines circonstances, mais ça ne le limite pas. Je dis souvent, c'est que pour les points, comme je dis, si vous dites Marc, il sert à faire de l'acupuncture, oui, c'est vrai. Mais c'est quand même pas sa seule identité. Hein, et pour certaines personnes, il représente autre chose qu'un acupuncteur. Voilà. Mais faut rester un petit peu, il faut qu'on arrive à rester dans ce côté un peu contemplatif, pas le réduire à un utilitarisme. Et c'est souvent le problème, par exemple, dans les écoles où on est tellement pressé de rentabiliser le truc, et qu'est-ce que je vais faire, hein? On a la même chose avec la prise d'époux. Quand je prends l'époux, c'est vraiment comme une contemplation de quelque chose. Et on peut retarder un peu le moment où on va dire « et maintenant, que vais-je faire ?» Bien sûr qu'il va falloir donner une réponse. Mais écoutons d'abord la question. Vous savez bien que c'est notre problème, il suffit de voir un débat pour voir que les gens n'écoutent pas. Ils sont trop pressés par savoir qu'est-ce qu'eux ils vont dire et comment ils vont le faire passer. Alors peut-être que dans des débats c'est important parce qu'ils ont quelque chose à défendre. Mais pour aborder ces choses-là, il vaut mieux n'avoir rien à défendre. Alors, on est là. Je vous propose, si vous voulez... Donc, oui, la troisième partie du livre, donc la deuxième, c'est les méridiens. Voilà. Et la troisième va parler un peu des applications pratiques, si l'on peut dire. Notamment à partir des pratiques corporelles, respiratoires, méditatives, de la diététique et des plantes et des huiles essentielles. Mais je trouve particulièrement important de faire le voyage. Moi, tout ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est peut-être bien les outils du voyage qui, pour moi, ont été aussi très importants. Moins on sera utilitariste, plus on va se servir, mais jouer, comme l'enfant Krishna qui joue avec les objets. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur un lieu particulier. On va développer autour de ce truc-là. À quelle heure je stoppe? Je sais. Je suis au bout, là. Oui. On avait dit 3 quarts d'heure chacun, à peu près. Et alors, je suis parti à quelle heure? À moins le quart, t'es parti. Ah bah oui, alors donc, il faut aller vite. D'accord. Non, parce que sinon, je passe la nuit. Comme tu dois faire. Oui, oui. Alors juste, je vous parle de 2 lieux particuliers. Tout en bas. Là où on est passé du noir au rouge sur le noir. Et il y a un endroit magique. Et là, c'était la nuit noire, c'était le grand mystère, et là, il s'est passé quelque chose. Ce lieu-là, quand on est dans l'espace, on l'appelle le nord. Quand on est dans le temps, on l'appelle minuit, ou le solstice d'hiver, le moment où la nuit est la plus nuit. Et là, c'est là qu'il y a le petit œil rouge. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la symbolique de Noël. Et puis à l'opposé, vous avez le moment où on est au maximum et où ça va redescendre. C'est le solstice d'été, c'est les 2 Saint-Jean. Beaucoup de
sociétés, de traditions fêtent les 2 Saint-Jean. Et puis ici, on a l'axe des équinoxes. Maximum de rouge, maximum de noir, et ça s'affronte. Et ça se... Voilà. C'est les grandes marées d'équinoxes. Voilà. Et à partir de là, il va se passer, on va observer le monde, développer beaucoup de choses. Voilà. C'est le point de départ. Ça, c'est juste le point de départ. Mais je trouve intéressant de prendre comme ça, enfin moi, là, je vous propose comme ça, comme une espèce de rêverie, dont ça peut être un guide, c'est une boussole. C'est pas une vérité. Mais c'est une boussole qui dure depuis 4000 ans. Parce que justement, peut-être, elle n'a jamais prétendu être la vérité. Vous savez, c'est... Comment il disait ? Je dis toujours la vérité, pas toute la vérité. Parce que justement, c'est parce qu'on ne peut pas la dire en entier qu'elle est la vérité. C'est Lacan. Mais voilà. En tout cas, cette notion-là, que c'est... Voilà, noir, rouge. On va s'arrêter là, parce qu'à partir de là, on peut tout développer. On va développer les saisons, on va développer ce que j'appelle les 5 dynamismes, on va développer les trigrammes du Yiking, enfin, tout va pouvoir rentrer là-dedans. Et ça se transforme. Constamment. Ça monte, ça descend. Il n'y a jamais un... Yin-Yang n'existe que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a jamais un objet Yin ou un objet Yang. Ça n'existe pas. Lao Tzu insiste beaucoup là-dessus, au chapitre 2, c'est pas pour rien. Le haut et le bas se font l'un par l'autre, l'avant et l'après se suivent. Enfin, il décline tout un chapitre autour de la notion de deux. Voilà. Écoutez, voilà, c'est fait une petite introduction. Hein. Je te passe la parole avec grand Merci plaisir. beaucoup, Marc. Alors, je vais essayer de... Vous allez voir que c'est complémentaire ce que nous allons faire. Moi, il se trouve que ce que je vais vous dire ce soir, ce ne sera pas... Ah, vous allez être étonnés, bien sûr, puisque mon maître était un maître taoïste, Tong Jiu Xiang, qui a fait la préface. Il est encore vivant. Et j'ai appris comme il y a 2500 ans. Certains de mes élèves le savent, hein, parce que j'ai appris donc... comme à l'origine, j'en parlais tout à l'heure, de la pensée magique, on va remonter jusqu'au I Ching, hein, qui a effectivement 4000 ans, mais ce qui s'est passé, c'est que... Et pourquoi on parle de Tao du ciel aussi. Alors, ce qui est étonnant dans le Lao Tzu, c'est qu'il a fait l'admiration de grands savants. On va revenir dans le... Mais très vite, parce qu'il a très très bien expliqué, Marc. Mais c'est quand même intéressant de voir ce que pensait Niels Bohr. De grands savants, il y en avait 3 qui sont parmi les plus grands. Donc il y avait Niels Bohr, le père de la mécanique quantique, hein, comme vous le savez, qui était un homme sensationnel. Il y avait le grand Joseph Needham, premier Joseph Needham qui a inventé, qui a écrit une vingtaine de livres à Cambridge University Press, Cambridge University, où il a repris toutes les traditions, toutes les inventions chinoises. C'est absolument incroyable, hein, le travail qu'il a fait. Il n'y a qu'un tout petit livre qui est traduit en français, malheureusement, mais ça viendra, je pense, quand même. Et Jean Mallory, qui vient de mourir en février, qui lui aussi admirait profondément Lao Tzu. Alors pourquoi? Alors je vais essayer de faire ce pont entre la science et la spiritualité. Parce que c'est ça qui est fascinant dans le Lao Tzu. C'est pour ça qu'il dit mes mots sont faciles à comprendre. Parce qu'on se dit, mais alors quand on va parler du non-agir, il n'y a rien de plus difficile à comprendre. Mais pourquoi les mots sont faciles à comprendre? Si on part de là, qu'est-ce qu'on va dire? Marc a abordé tout à l'heure un petit peu. Donc, évidemment, Niels Bohr reçoit le prix de l'éléphant qui couronne, qui est prix Nobel de physique, qui couronne au Danemark, qui couronne sa carrière, le plus grand prix, hein, c'est la Légion d'honneur, et il choisit comme emblème le yin-yang. Pourquoi? Il le dit.
à cause de la théorie de la complémentarité. Donc vous voyez, Lao Tzu, première chose, théorie de la complémentarité, ça va très très loin. C'est 2500 ans, mais aujourd'hui, la théorie de la complémentarité, elle a montré, alors on parlait de vérité, elle a montré sa vérité, elle a fait ses preuves, elle existe réellement, et on peut la vivre. Alors moi, ce que je vais vous dire ici, parce que c'est tout ce que je vais dire, je l'ai vécu. Et je vais vous dire des choses qui vont être étonnantes aujourd'hui, parce que je suis avec mon ami Marc, et à un moment donné, je ne peux pas faire autrement. Sinon, on ne peut pas comprendre. Même l'idée du non-agir, ça ne colle pas, hein, ça ne colle pas. Donc on va y arriver petit à petit. Et dès le départ, ce que la mécanique quantique a défini, c'est que la conscience modifie l'expérience. Et ça, depuis l'Antiquité, il n'y a pas que Lao Tzu, il y a Sri Aurobindo notamment, avec l'idée que, au départ, l'univers est conscience. Alors là, évidemment, c'est que ça change l'optique qu'on a généralement. L'univers est conscience, et que par une action spécifique ou une non-action, enfin disons une préparation du corps et de l'esprit, on peut arriver à comprendre. Et en fait, tout le Lao Tzu, c'est ce qu'on cherchait les taoïstes, surtout Lao Tzu, c'est à comprendre le sens de l'univers et la nature de l'esprit. Alors donc, il y a deux aspects qui sont effectivement relativement accessibles. Il y a une philosophie de la nature, mais il y a aussi une métaphysique de la nature, déjà beaucoup plus difficile, et je dirais une conception cosmogonique, qui a fait ses preuves aussi, c'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Alors, ce qui vous intéresse, ce qui intéresse nous, c'est comment on y est parvenu. Eh bien, on a contemplé ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Mais la contemplation, eh bien, on sait aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait, c'est que c'est quand même la plus grande forme de savoir. Et elle est aussi religieuse. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer, religieux étant relié. Et alors, on arrivera tout à l'heure à est-ce que Lao Tzu, comme le pensait Joseph Needham, c'est là où il s'est trompé malgré tout ce grand homme, enfin, pour moi, c'est qu'il a considéré que le Tao Te Ching était matérialiste et tout ça. Et bien entendu, pour moi, non. Hein. Et je vais y venir. Donc, alors, la contemplation, qu'est-ce qu'elle amène? Eh bien, elle amène, alors, je vais dire ce qui... Et je vais aller sur le chemin de Marc et je vais dire des passages du Lao Tzu qui sont en relation avec ces mots-clés. Hein, je choisis des mots-clés. Donc la contemplation, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle provoque? On en a parlé tout à l'heure un petit peu, Marc. Eh bien déjà, elle provoque, alors c'est ce que j'ai vécu moi, parce que je vais vous dire ce que je sais réellement. Maître Tong m'avait transmis des choses vraiment extraordinaires, mais après je les ai vécues. Eh bien, elle provoque, ou elle permet de comprendre, comme la vision pure des chamans, ou même du bouddhisme tibétain, elle permet de comprendre instantanément. Il y a immanence. Bah oui, l'homme, il est capable de comprendre les choses par osmose, par immanence. Sinon, effectivement, après le non-agir, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc voilà, contemplation. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Mutation. On perçoit. Mais ce n'est pas une intuition, puisque c'est une réalité. Donc intuition, ça ne va pas. Hein? Insight, ou alors il faut dire le mot anglais. Insight, vue intérieure. Là, c'est plus pareil. Mais d'où elle vient, la vue intérieure? Elle vient de ce qu'on a reçu. Donc, si vous voulez, il y a, à travers une praxis, c'est-à-dire tout un travail du corps et de l'esprit, on va y venir, qui fera qu'on va vite comprendre que l'homme est intercesseur entre le ciel et la terre. C'est quand même pas rien. Hein. Et on le retrouvera après dans des grands arts, évidemment, qui sont plus, voilà, comme le tai chi ou le qigong et tout ça. Et donc, cette réalisation, ce qui est propre donc à Lao Tzu et au taoïsme, qui est une continuation, Lao Tzu c'est le dernier des chamans en fait. Après Lao Tzu, il y a Chuang Tzu qui opère par compte. Hein. Et puis après il y a Li Tzu, on a déjà perdu beaucoup, on a encore la spontanéité. Et après on a la religion.
À partir du 1er siècle, terminé. Le taoïsme de Lao Tzu, terminé. C'est devenu une religion, le taoïsme. Donc, ah oui, il faut... Et donc, si vous voulez, alors on arrive, donc, autrement dit, il y a donc révélation. La contemplation amène quoi? Et on va le retrouver. La révélation. C'est ça qui est... Alors, évidemment, ça peut prendre un certain temps. Alors, comment on va y parvenir? Ben, on va procéder par l'alchimie, par une conception alchimique. Hein, on opère par opération, l'opération alchimique, qui est fondée sur la respiration, le rôle de la contemplation ou de la concentration, si vous voulez, non pas sur un objet, mais plutôt sur une direction, sur le vide cosmique, en quelque sorte. Le vide cosmique, il n'est pas rien, puisque le vide cosmique va nous donner, je parlais du vide tout à l'heure, mais c'est ce qu'on a dit, le vide cosmique, va nous donner cette vision hein, procède par cette compréhension, et de la compréhension, il nous faudra aller jusqu'à la réalisation. La réalisation que j'ai abordée tout à l'heure. Alors, je vais arriver très vite au premier passage. Hein. Voilà. Si vous voulez, qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre? Et ça, ce sera le mot des taoïstes aussi. C'est la nature du souffle-esprit. Le souffle ne suffit pas. Il faut que l'esprit soit relié au souffle. Alors, on arrive au chapitre 10, vous allez voir. Hein, on va arriver au chapitre 10. Et c'est ça qui est... Comme ça, vous aurez vraiment... On sera vraiment complémentaires. Voilà. Alors, regardez bien. Et c'est pas du tout facile à comprendre. Hein, et d'ailleurs, quand je suis passé à la radio, il le sait, à l'IRBI, à France Culture, j'ai offert le livre à l'IRBI, qui est maintenant à France Inter, et je lui ai lu le chapitre qui concernait l'immortalité, et ils ont coupé au montage, ils ont coupé, parce qu'ils ne comprenaient pas. Peut-on unifier l'esprit du sang et l'esprit du souffle sans qu'ils se séparent à nouveau? Pas facile. Hein, pas facile à comprendre. Donc là on est en plein dans l'alchimie. On est dans quelque chose qui par cette réalisation va engendrer une transformation du corps, et au même titre que ce qui se passe dans l'univers. On est un univers en petit. Hein, et toute l'acupuncture est basée aussi hein, sur cette compréhension-là, qui va jusqu'à la découverte du magnétisme, et ainsi de suite. Donc, ça introduit l'idée du chi, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un fluide cosmique, que par cette praxis, par cette opération, il faudra capter. C'est déjà extraordinaire. Hein. Il faut déjà réaliser qu'il existe un fluide cosmique, qu'on va retrouver aussi dans la religion, bien entendu. Hein, un fluide cosmique, mais que par une opération, une opération qui est basée à la fois sur la pensée consciente, sur la nature de l'esprit, puisqu'on contemple l'univers, mais c'est aussi contempler l'esprit, et la respiration, et pas n'importe quelle respiration. Les taoïstes vont l'appeler la respiration embryonnaire. Alors depuis longtemps avec mes élèves, très très longtemps, je leur disais, il y a un homme au XXe siècle aussi qui a réalisé la respiration embryonnaire. C'est au XXe siècle que se concrétise en quelque sorte la pensée de Lao Tzu. C'est quand même incroyable. Cousteau, eh ben, il crée en pleine guerre, au début de la guerre, il crée un scaphandre autonome. Et on respire comme les taoïstes. On respire par le nez et la respiration est interne. Et là, on peut déjà comprendre, alors on commence à comprendre ce qu'on vient de dire. Peut-on unifier l'esprit du sang et du souffle? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer des étapes de transformation. Et on va arriver aussi à un autre aspect qu'on n'a pas, qui convient d'aborder parce que c'est encore un aspect très très important, de la découverte aussi des taoïstes, c'est la conscience de la gravitation. Alors, je joins le geste à la parole, tant pis, on ne verra pas. Le petit enfant sur la balançoire. Le petit enfant sur la balançoire, il n'a pas conscience. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il aime se balancer, le petit enfant? Hein, il est là, regardez bien. Alors, bien sûr, il ne le fait pas consciemment. Il contemple l'univers, il se balance.
il contemple l'univers, d'accord? Il n'agit pas. Mais il y a une main invisible qui agit. C'est quoi cette main invisible qui agit alors? Il y a une main invisible qui agit. Voilà le début de la compréhension et donc de la conscience de la gravitation. Ça va très très loin, puisque c'est encore actif aujourd'hui. Et je rappelle qu'en astronomie, il y a encore, enfin les astronomes utilisent encore une loi chinoise qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc vous renseignerez. Voilà, vous voyez, on a déjà pas mal débroussaillé. Alors, il y a donc tout cet aspect qu'on vient de décrire, mais d'où vient-il cet aspect? C'est ça qui est... Eh bien, il vient de la pensée magique. Parce que si on veut comprendre le non-agir, qui est une ineptie dans les conditions actuelles d'existence, ça n'existe pas le non-agir. Vous ne pouvez pas ne pas agir. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est ça le problème. Alors moi, comme je l'ai vécu, ça très très facile, je l'ai vécu en fait de danger. Je vais le dire aujourd'hui. J'ai été pris en otage dans une banque et je vais vous dire ce qui s'est passé. Comment l'univers agit? C'est l'univers qui agit. Alors ça ne fait pas de nous des surhommes. Alors là aussi, il faut, comme je te disais tout à l'heure, il faut faire attention. C'est plutôt des enfants, comme dans le cinéma ou au théâtre, qui ont réalisé quelque chose qui est plus grand qu'eux, qui les dépasse, et qui est à l'extérieur de leur corps, je reviendrai, et qui se passe à l'extérieur des corps. Hein, voilà. Alors, si vous voulez, pensée magique, elle vient de très loin. On a eu tendance à la conceptualiser, alors que c'est une réalité, c'est-à-dire, il faut concevoir magie comme image de quoi? Pas comme magie, tiens, je vais mettre un chapeau sur la tête de mon ami Georges, il va apparaître avec un chapeau. Magie comme image, la grande image, mais la grande image de l'univers. L'image de l'univers. Donc toute la pratique va, en fait, à se placer dans des conditions pour qu'on puisse entrer en osmose avec l'univers. Alors il faudra bien lui donner un nom après. Alors on a dit Tao, mais dès le départ, on peut dire Tao ou Dieu. Bien entendu. On peut l'appeler Dieu, même si ce n'est pas le Dieu qu'on imagine, mais Tao, c'est l'univers. C'est quelque chose qui, il le dit, je l'abordais tout à l'heure, vous allez voir ce que dit, insaisissable. Lao Tzu dit, c'est insaisissable. Et on va arriver à l'insubstantiel et le substantiel, ce qui sont très très difficiles à comprendre. C'est quoi l'insubstantiel et le substantiel? La matérialisation et la dématérialisation. Moi j'ai vécu tout ça, la matérialisation et la dématérialisation, réellement. Hein, et puis souvent, et puis... Non. Nicolas Ríric, mon maître, le grand peintre russe, disait « Faites attention aux signes ». Si vous faites attention aux signes, il y a quelque chose qui se passe, et à ce moment-là, les choses vous apparaissent, en fait. Elles se révèlent à vous. Voilà. Alors, on va arriver au chapitre, on a vu je vais vous dire, ce passage-là. Alors, après, je vous dirai quelques mots à la fin sur le commentaire de Chen Manqing, qui fut un grand homme, mais on ne va pas le faire là, on n'aurait pas le temps. Donc, là, on a vu déjà comment les choses pouvaient opérer et comment la pensée magique opère. Dès lors qu'on est comme un miroir de l'univers, dès lors qu'on se met dans une situation où on devient un miroir de l'univers. Là, on commence déjà plus à comprendre. Et on arrive au chapitre vous allez voir, 43. Oui, vous voyez, c'est des mots-clés, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à... Après, ça devient beaucoup plus facile. Vous allez voir. Au chapitre 43, que nous dit Lao Tzu? Vous allez voir, ça devient lumineux. Regardez bien. Parce que, et par les temps qui courent, je vous mets au défi d'aller dans cette direction-là. Au chapitre 43, Lao Tzu nous dit « Le plus doux vainque le plus fort, comme un cavalier qui contrôle son coursier. Le non-substantiel peut pénétrer là où il n'y a pas d'ouverture. À cause de cela, je connais le pouvoir du non-agir. Rares sont ceux qui parviennent à l'enseignement silencieux et au non-agir. Mais pourquoi? Et parce que vous ne pouvez pas y arriver par la volonté. C'est absolument impossible. Donc là, alors, comment vous avez accès au substantiel et à cette compréhension, si on a bien dit, de ce qui est cette substance et qui est à la fois palpable et non palpable. Donc là, on arrive à l'ésotérisme de Lao Tzu. Ce que Chen Manqing appelle l'ésotérisme de Lao Tzu, il n'a pas de mal. C'est-à-dire quelque chose qui est... Et ce qui n'est pas caché, mais qui
qui attend sa révélation, Attendez, et qui fonctionne que de cette manière-là. Alors évidemment, on a expliqué pourquoi, comment on peut y parvenir. Bah oui, on va procéder par une opération alchimique. Voilà, hein, j'ai bien dit alchimique, hein, réelle. L'alchimie, c'est chinois, hein. L'alchimie, c'est pas rien du tout. Et donc, on va arriver, en préparant son corps et son esprit, à finalement à recevoir comme on recevrait une information radio, et qui va transformer notre conscience. Et on va continuer, vous voyez, j'avance. Alors, on va arriver au chapitre 21. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'illustrer. Hein, alors à ce moment, vous comprenez. Là, les mots sont faciles à comprendre, relativement. Chapitre 21. Que nous dit Lao Tzu? Attendez, on y arrive. Hein. Voilà, 23, 21. Écoutez bien. Hein, écoutez bien. C'est la contenance d'une personne de haute culture morale est due à son accord avec le Tao. Hein, accord, on a dit tout à l'heure, osmose, accord. Le phénomène du Tao est insaisissable et évanescent. Donc quand je dis Dieu ou Tao, je suis désolé. C'est exactement ça. C'est les noms qui changent. Le phénomène du Tao est insaisissable et évanescent. Bien qu'insaisissable et évanescent, il contient de la substance. Oui, tout insaisissable et évanescent qu'il soit, il y a en lui substance. C'est-à-dire compréhension. On pourrait dire moteur immobile. Le moteur immobile de René Guénon. C'est une phrase extraordinaire. Aussi, de façon de... Si vide et si sombre qu'il soit, il a une essence vitale. Alors on arrive avec le chi. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas définir, qui est le chi, mais qu'on peut définir seulement comme le fluide cosmique. Sinon, comment il serait agissant? Il pourrait agir, mais ça, et d'où il vient, hein, voilà. Voilà. Cette essence vitale est très réelle. On peut la vérifier. Et on l'a vérifiée. On l'a vérifiée. Du passé jusqu'à aujourd'hui, son nom s'est perpétué. Parce qu'elle est manifeste à l'origine des choses. Comment ai-je connaissance du processus à l'origine des choses? Précisément par ce phénomène. Extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Extraordinaire, y compris au niveau de la science d'aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. C'était intéressant pour tous ces grands savants. Ah, ouais. Vous voyez, on commence déjà à bien entrer à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience? Alors, ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, et qui n'est pas propre au taoïsme, on le verra dans d'autres traditions aussi, mais le bouddhisme est assez proche du taoïsme aussi. Mais bon, ce n'est pas le lieu d'en débattre, mais on peut répondre aussi. Alors, on va arriver, si vous voulez, au chapitre 30. Alors, vous allez voir, on va arriver au chapitre 30. Je vais vite, hein, parce que pour qu'on soit pas trop grignoté de temps et qu'on puisse débattre après. Voilà, et que ça vous soit accessible. Voilà. Alors, le chapitre 30 est vraiment... soyez très attentifs. Ceux qui usent du Tao pour aider le prince n'ont jamais recours aux armes pour forcer le monde. Donc, de telles choses tendent à provoquer l'effet inverse. Où l'armée campe, l'ortie pousse. La famine suit la guerre. Facilitez avec subtilité une issue favorable et rien d'autre. N'exercez pas la force. Quand le succès est obtenu, pas de complaisance. Quand le succès est obtenu, pas de suffisance. Quand le succès est obtenu, pas de vanité. Vaincre seulement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vainquez, mais sans exercer de force. Mûrir, c'est vieillir, et c'est aller contre le Tao. Ce qui va contre le Tao ne dure pas longtemps. Voilà ce que c'est l'immortalité. C'est l'immortalité de l'esprit. Le corps, il a une vie, on ne vivra pas 800 ans, ça existe dans le Penzu Qigong, mais c'est des croyances. Parce que la Chine a aussi ses croyances, comme nous, et c'est absurde. Et il faut le dire, c'est pas ça, c'est absurde. On ne vit pas à 800 ans, parce que c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la nature de l'esprit. Et ça, on peut le concevoir. Et on peut le concevoir. Voilà ce que nous dit Lao Tzu, et c'est formidable ce chapitre. Hein. Vous voyez, par rapport au temps qui court, et y compris le danger d'utiliser la force. Donc la sagesse. Donc là, on arrive à la sagesse.
Le taoïsme est une sagesse. Comme l'aïkido de Maître Ueshiba, qui est maître aussi, un grand maître. Voilà. Donc, vous voyez, le non-agir, on commence déjà maintenant à comprendre ce que peut être le non-agir. Pas du tout ce qu'on croit. C'est pas ne pas agir. C'est pas ne pas agir. C'est agir avec une compréhension autre ou avec une révélation que l'univers agit à l'intérieur de nous, en nous. C'est ça. Alors, je vais vous raconter, parce que j'avais dit que je vous raconterais, je vous dirais. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cœur-esprit, et les Chinois disent le cœur-esprit conduit l'énergie. C'est pas non plus facile à comprendre. Donc la nature du cœur, c'est le cœur-esprit qui conduit l'énergie, qu'on retrouvera dans les arts martiaux d'ailleurs, traditionnels, la même chose. Voilà. Alors j'arrive j'arrive presque à la fin. Donc ce qu'on vient de dire ici, c'est que ça ne vous étonnera pas que dans les arts qui sont apparentés au taoïsme, notamment le tai chi, les arts internes, ce qu'on a appelé arts internes, pourquoi le tai chi est lent aussi? On n'explique jamais pourquoi la lenteur. Parce que vous contemplez l'univers. Si vous contemplez l'univers, vous ne pouvez pas extérioriser la force. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous agissez. Là, vous n'agissez pas. Vous vous balancez. C'est l'univers. Et c'est pour ça que le petit enfant le fait spontanément. C'est pour ça que Lao Tzu, c'était le vieil enfant. C'est la nature. Et c'est la nature qui est immortelle. Cette nature qui était recherchée par les taoïstes, c'est-à-dire pour l'idée ne pas mûrir, rester à l'image de l'enfant, ou de petit. Voilà, exactement. Et donc, jusqu'à Li-Tzu, on va quand même avoir la spontanéité qui sera encore présente. Hein, l'idée qu'on ne peut pas. Donc, ça nous amène à quoi? Tout ça. Bon, cette expansion de la conscience, enfin, il vaudrait mieux parler comme ça, c'est cette expansion de la conscience qui est agissante. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il passe me voir. Et donc là, il y a un phénomène qui ne peut pas être lié à la volonté, qui est un phénomène qui est une découverte, c'est que là, vous passez à un niveau supérieur de conscience, qu'on appelait la conscience cosmique, et à ce moment-là, ça devient agissant. Et à ce moment-là, vous pouvez retrouver au milieu du danger, et alors on va retrouver le chapitre, je crois que je l'ai noté, mais du danger, attendez, je crois que je l'ai noté, c'est peut-être le chapitre 30, attendez, je ne sais plus où il est. Non, attendez, je vais le retrouver, il est un peu plus loin. J'en ai pas pour longtemps, hein, mais c'est important. Où est-ce qu'il est, Chapitre 50, ça doit être au chapitre 50. Bougez pas. Parce que c'est... voilà, ça doit être au chapitre 50. Voilà, écoutez bien, parce que vous vous rendez compte que ça a 2500 ans. C'est exactement ce que j'ai vécu. Dans les situations périlleuses, il y a 3 chances sur 10 de survivre et 3 chances sur 10 de mourir. Dans les circonstances ordinaires de la vie, où l'activité est le domaine de la mort, la proportion est la même. Pas facile à comprendre, pas si simple. Quelle en est la raison? C'est la capacité de propagation du principe vital. Ouais, toujours le pont, les ondes gravitationnelles. C'est-à-dire le trou noir, alors on revient au trou noir, c'est-à-dire que là maintenant j'arrive à la découverte, on peut aussi expliquer le yin-yang de cette manière-là, par la physique, c'est-à-dire que les trous noirs, on sait qu'ils tournent à une très grande vitesse, et ils tournent tellement vite qu'à un moment donné ils se rapprochent et ils fusionnent. Et à partir de là, il y a des ondes, c'est Einstein qui a fait cette découverte-là, hein. Ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière et traversent l'espace. Eh bien, c'est rien d'autre, le principe vital. Sinon, comment voulez-vous... Alors, voilà, ce principe agissant, comment il pourrait être agissant s'il ne traverse pas l'espace? Il traverse l'espace. Alors, ça n'a rien à voir avec le surhomme, ça n'a rien à voir avec celui qui est Superman, c'est pas du tout ça. Alors, regardez bien ce passage-là. C'est la capacité de propagation du principe vital. On dit que ceux qui cultivent le principe vital peuvent voyager sans jamais rencontrer de tigre ni de buffle. Que dans la bataille, aucune arme ne peut pénétrer leur armure.
que les cornes des buffles sauvages ne trouvent rien à percer, les griffes du tigre rien à déchirer, et les armes aucun endroit où pénétrer. Quelle en est la raison? C'est que chez eux, il n'y a pas de domaine de mort. Voici le principe de mortalité. C'est fabuleux, hein? Le mot, c'est fabuleux. Alors je vais vous dire, que j'avais dit, je vais terminer là-dessus. Bon, ça restera entre nous, vous êtes bien d'accord? Bien que je n'ai pas peur, quoi que ce soit. Mais... Voilà, moi j'ai... On coupera. Oui, tu ne le prendras pas. J'ai été pris en otage dans la banque. Enfin, comment les choses se sont révélées pour moi? Déjà, j'ai eu un maître exceptionnel, Tong Jiu-Chiang, qui était vraiment un taoïste magique, c'est-à-dire qu'il m'a transmis ce qu'était la pensée magique, la pensée de Lao Tzu. J'ai eu cette chance de transmettre à mes élèves. C'est pour ça qu'on a pu sortir d'affaires des gens qui avaient de très graves maladies. Mais pas parce que... C'est parce qu'on a agi de cette manière-là. Et donc, un jour, j'arrive... je ne vais pas prendre trop de temps. Hein. Bon, c'est bon. Je ne vous raconte pas ça pour dire je sais ceci ou cela, ni je suis ceci ou cela. C'est absolument pas ça. C'est comme exemple de ce qu'est le non-agir. Sinon, c'est incompréhensible. Le non-agir apparaît dans des circonstances particulières et il faut être attentif aussi. Et notamment les circonstances de danger. Et c'est absolument pas ce que vous croyez. Le surhomme n'a rien à voir là-dedans. Et c'est pas facile à comprendre parce que même les arts martiaux, le principe n'est pas lié à la volonté et vous ne faites rien du tout. Vous ne faites rien du tout. Mais c'est votre conscience qui agit ou cette conscience agissante. Donc j'arrive dans, je ne vous dirai pas où, il y a 20 ans à peu près, peut-être maintenant, 20 ans, oui. Je rentre dans une banque où il n'y avait qu'un seul... je suis habillé tout en rouge. Et je ne suis jamais habillé tout en rouge. C'est peut-être Charles III, peut-être Yvan. Hein. Il faut toujours être bienveillant et dans l'amour. Si vous êtes bienveillant et dans l'amour, il ne vous arrive jamais rien. Et donc j'arrive dans cette banque et il n'y avait qu'une seule... il y avait pas de porte à l'entrée, vous voyez, il y avait un sas, il n'y avait pas de porte, je rentre donc, et il y avait un sas devant, et il y avait un type qui était de dos, non je ne voyais pas, je voyais un truc derrière, mais je ne pouvais pas voir, et il y a un passage de Lao Tzu qui le décrit, tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien, je te rappelle Marc, je ne sens rien, je ne vois rien, je n'entends rien, je tourne, et je veux sortir de la banque. Sans jamais penser quoi que ce soit. Je n'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui des choses. Je ne pouvais pas parler comme... Mais j'avais déjà reçu. Maître Tong avait déjà transmis tout ça. Ah oui, c'est une transmission. C'est vraiment comme la radio. Hein. Et donc je me tourne. Je me tourne pour sortir de la banque. Alors que je venais rentrer dans la banque. Et là, je vois un type, donc je n'oublierai jamais les yeux. Je vois un casque en face de moi, avec des yeux d'un bleu. Je pourrais le rencontrer aujourd'hui, on parlerait, on irait boire un verre, parce que tout s'est bien passé. Je dirais, écoutez... Finalement, ça s'est bien passé, pas de problème. Et le gars, je sortais de là, il met ses mains comme ça. Il a eu seulement le tort de faire ça. À partir du moment où il a mis ses mains comme ça, j'étais plus là. C'est-à-dire que vous ne faites jamais ce que j'ai fait. Quelqu'un met les mains, vous voulez sortir de la banque, vous avancez. Vous êtes bien d'accord? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous voulez sortir de la banque? Si je mets les mains comme ça, vous avancez, non? Ou vous parlez? Moi, je ne fais rien, je tourne. Et je rentre dans la banque. Et je rentre dans la banque. Dans la banque, j'arrive à l'intérieur de la banque, j'étais au milieu, et le mec, il était en train de braquer les gens à l'intérieur. Comme ça. Donc tout le monde était blanc comme un linge et tout ça. Et le type, il était derrière moi, donc j'étais devant lui, le deuxième. Il rentre et il se positionne à la porte, à la deuxième porte, parce que finalement la porte s'était ouverte... Le sas s'était ouvert, comme par enchantement. C'est peut-être les employés qui avaient dû le faire. Finalement, le sas s'était ouvert. Bon, l'autre, il était devant. Et le type derrière moi, il avait son arme là. Et l'autre était en train de braquer. Et moi, je rentre dans cet autre univers, qu'on peut appeler comme vous voudrez, qui est les deux, qui est à la fois, que vous pouvez voir des deux côtés, comme je dis tout à l'heure. Et je me déplace et je vais m'asseoir. Et je suis revenu le lendemain à la banque pour savoir ce que j'avais fait. Comme j'étais dans cet état totalement irréel, totalement... Mais en fait, qui est entre ciel et terre, qui était cet état dont on a parlé, dont on a parlé tout à l'heure. Et je m'assois et j'entends une voix qui parle, c'était la mienne.
et qui dit, ne vous inquiétez pas, on ne dit rien, on ne fait rien, on ne bouge pas. Et je voyais les employés, ils étaient blancs comme un linge, mais très courageux, immense courage. Et je dis, on ne bouge pas. Et j'avais quelque chose qui montait là, vous voyez le chi, et quelque chose qui montait le long de mon bras. C'était si peu dangereux que j'avais un fluide là qui montait le long du bras. Et je me dis, mais j'ai pas peur. Aucune peur, rien. Je dis, mais je sais pas, il y a 10 ans, je serais mort de trouille, j'aurais même pas pu bouger. Et par contre, il y avait une femme qui criait, une jeune femme noire qui était derrière, qui pleurait, etc. Bon, je suis arrivé, je dis, vous inquiétez pas. Les gars ne se sont jamais occupés de moi. Je n'existais pas. Donc là, j'ai pu voir, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure encore, mais vous l'avez compris, le changement d'espace-temps, qui est décrit aussi par la mécanique quantique, c'est-à-dire la conscience modifie l'expérience. Mais quel type de conscience? On l'a déjà vu, on va pas revenir. Donc, je m'assois, et j'étais caché par un espèce de panneau en bois, ce qui fait que s'ils avaient tiré, je me planquais sous le panneau, ils ne pouvaient pas m'atteindre. Je suis allé voir le lendemain. Et puis, deuxième phénomène, donc ça a duré, vous savez, ça vous a l'impression que c'est une éternité, peut-être 2 minutes, c'est une éternité. Hein. Et tout ça continue, jamais... et il y en a un quand même qui redescend, parce qu'il est allé à l'époque, il avait été chercher l'argent au premier étage. Il devait savoir où se trouvait la chef d'agence. Il l'a ramené, il est descendu avec elle, avec un sac et tout, l'argent à l'intérieur. Et là, ça commence à... Et c'est là où ça aurait pu déraper. Ils disent, on sort avec un otage. Je me suis dit, moi je suis en rouge. Le premier, j'étais assis, enfin, on sort avec un otage. Changement d'espace-temps. Et ils sortent sans otage. Ouais. Donc on appelle ci, tu en as parlé tout à l'heure, suspendre. Le temps suspendu. Le temps suspendu. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Nous les êtres humains, on a accès. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est tellement dans un monde d'agir, un monde de combat. Ah oui, je voulais simplement terminer là-dessus pour vous dire que pourquoi le combat est impossible. On va le retrouver dans l'aïkido et dans le tai chi. Enfin, des gens qui maîtrisent vraiment. Les grands maîtres ne se battent pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se battre. C'est parce que c'est contraire à tous les principes. C'est parce que ces principes-là agissent que ça va très très loin. Hein. On parlait de stratégie tout à l'heure. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas de combat possible. Et je vais terminer là-dessus. Si vous voulez, les arts qui sont apparentés au taoïsme, hein, les arts qu'on a appelés comme arts internes, c'est extrêmement difficile à les enseigner, justement, parce que tous ceux qui se battent font fausse route. Même ceux qui font une gestuelle. Il faut qu'ils sachent qu'ils la font, ou alors ils la font en souriant, mais à partir du moment où vous mettez une intention de pousser quelqu'un, de tirer quelqu'un, quand vous êtes dans la réalité du danger, ça ne marche pas. Et c'est ça l'illusion très grande, très dangereuse, c'est que ça ne marche pas. Il faut que vous soyez dans le non-agir. C'est-à-dire que, comme quelque chose qui vous enveloppe, et vous le savez, on l'a encore vécu il n'y a pas longtemps avec Philippe aussi, puisque lui c'est un grand expert des arts, mon ami, plusieurs fois, où on était dans un café où il y avait une bagarre générale, et nous on parlait, on était en train de boire un verre, et on était comme dans un film, les gars ils se battaient à côté, et puis nous on parlait, mais on était attentifs, on s'est levé, on était attentifs. Jamais on était séparés comme une cloison. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Lao Tzu c'est aussi la 4e dimension? C'est-à-dire que les Occidentaux trouvent des noms à tout. Hein, c'est une autre dimension. Voilà, je voulais terminer là-dessus, et puis voilà, en riant quand même, parce que voilà. Alors vous lirez les chapitres, parce qu'il y en a 80, comme disait Marc, tous plus intéressants les uns que les autres, mais c'est pas un domaine de croyance, c'est un domaine de réalité. C'est ça qui est... Tant qu'on imaginera que c'est la croyance pour des gens qui seraient ou des sous-développés, ou effectivement, comme disait Marc, on oppose. Non, c'est accessible aux Occidentaux comme aux Chinois, parce que c'est un phénomène de conscience, de compréhension, ce qui nous amène à comprendre la nature de l'esprit, la nature de l'univers, la nature de la conscience, et comme si on était des enfants qui découvrent le merveilleux, mystère, du mystérieux, et la dernière, hein, la phrase extraordinaire de Lao Tzu, la plus difficile, c'est le mystère du mystérieux. Juste un truc là-dessus, justement. Un mot pour dire qui est utilisé au chapitre 1 du Lao Tzu. Il parle
la porte de la merveille. Il passe plein de traductions possibles. Mais le terme merveille, et ça c'est extraordinaire, le terme subtil, ce qu'on peut décrire de plus fin, de plus malin, de plus subtil, c'est la femme et le petit. C'est-à-dire, il y a une apologie de l'aspect féminin, Oui. qu'on soit homme ou femme. C'est lui. C'est clair, ça c'est vraiment typique de la sensibilité taoïste et réussite par ce qui est petit. Alors que, spontanément, souvent, c'est ce que disait un sinologue, Cyril Javary, il disait pourquoi est-ce que dans le Yiking, y a-t-il beaucoup plus de conseils de nature yin que de nature yang. Le livre Yiking est un livre de stratégie avec des conseils. Certains le prennent pour de la divination, mais c'est des conseils, c'est de la stratégie, pas. Il étudie une situation et Cyril Javary disait qu'il a longtemps pensé que c'était équilibré, yin-yang, et que le jour où il a vraiment traduit tout l'ensemble du Yiking, qu'il a passé énormément de temps à travailler idéogramme par idéogramme, il s'est rendu compte que pas du tout, il y avait au moins 3 fois plus de conseils de nature yin, calme-toi, reste tranquille, ouvre, que vas-y fonce. D'ailleurs, il dit du coup, quand c'est vas-y fonce, il faut en tenir compte parce que c'est très rare. C'est très très rare. Et il disait, mais pourquoi est-ce que, même dans la Chine antique, parce qu'on a tendance à penser que c'est maintenant qu'on est des énervés, hein, et qu'il faut nous calmer un peu. Mais quand tu es dans la Chine antique, déjà, première chose qu'il veut faire passer, c'est on se calme, on ouvre et on écoute. Et pourquoi ça? Parce que le yang spontanément monte, il n'y a pas besoin de lui pousser dessus. Le désir d'être le premier, d'être écouté, d'être reconnu, etc., il se manifeste relativement facilement. Alors que l'ouverture, le retrait, voilà, Bien sûr. et le retour à l'enfant. Les retours à l'enfant. Parce que les maîtres, tous les grands maîtres, les Tse, Lao Tse, Chuang Tse, Li Tse, Kung-Fu Tse, enfin, tous les Tse, ça veut dire enfant. C'est le contexte qui vous dit si c'est un traité de puériculture ou l'œuvre d'un grand sage. Et tu retrouves les poètes, hein, la relation avec les poètes, Voilà. hein, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui. Je voulais simplement, c'est par rapport à mon ami Marc, si, je lui rends hommage aussi. Si, mais tu vois pourquoi. Je n'ai pas amené ma poésie où j'avais pensé, j'avais écrit notamment un passage justement avant d'avoir traduit, parce que le Lao Tse, je l'ai traduit avant d'avoir traduit Rumi. Parce que vous m'avez vu, Rumi. Donc, après, si je n'avais pas été l'élève de Maître Tong, je pense que jamais j'aurais pu traduire Rumi. Alors maintenant, vous commencez à... Et je vais vous dire quelque chose pour mon ami Marc. C'est pas du tout facile à comprendre, mais avec tout ce qu'on a dit, vous allez voir que ça devient lumineux. Sans avoir franchi le seuil, on peut comprendre le monde. Sans regarder par la fenêtre, on peut voir le Tao du ciel. Plus on s'éloigne, moins on sait. C'est pourquoi le sage ne voyage pas et cependant comprend, il ne regarde pas et cependant il nomme, il n'agit pas et cependant il réalise. C'est tout le contraire de ce qu'on pense aujourd'hui dans nos sociétés mécaniques et avancées. Tout le contraire. Encore une fois, comme je te dis, c'est pas seulement aujourd'hui. Parce que si ça n'avait pas été comme ça, il n'aurait pas éprouvé le besoin de le dire. Oui, absolument. S'il l'a dit, c'est bien qu'à l'époque, comme maintenant, oui, bien sûr. les gens avaient tendance. Il le dit d'ailleurs, tout le monde s'agite comme s'il déjeunait. C'est d'une grandeur, on pourrait parler au sens d'intelligence, au sens étymologique d'intelligence, c'est-à-dire de compréhension instantanée. Et c'est pour ça que le taoïsme est l'instantanéité. Et y compris dans la manière de se défendre. C'est pour ça que c'est si compliqué de dire aux gens qui viennent te voir, voilà, apprends-moi, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et ça a donné le plus grand de tous les maîtres qui est Maître Ueshiba avec l'aïkido. Et l'aïkido s'écrit de deux manières, à union des énergies et aussi Odo qui est la voie de l'amour. C'est-à-dire que la plus haute forme finalement de connaissance est l'amour. Mais l'amour, quel type d'amour? Mais l'amour qui est relié, c'est-à-dire l'amour qui est lié à cette conscience. À ce moment-là, pour ça qu'on ne peut pas dire, voilà, je vais me mettre dans une situation, non.
je disais tout à l'heure, les choses viennent et bon, il faut comprendre la nature des phénomènes. Voilà. C'est la conclusion? Oui, oui, mais Eh bien... non, non, mais on avait dit qu'on... Est-ce qu'on a encore 5 minutes pour... s'ils veulent poser des questions? Oui, allez, bon. Je sais pas, c'est quoi. Il est 9h10. Est-ce que tu... Non, non, c'est bon, c'est bon. On va faire comme ça. Est-ce que ça suscite Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être pas. Oui, est-ce que... T'es pas obligé de me filmer, mais ouais. Est-ce que aujourd'hui en Chine, c'est toujours très actuel tout ça? Est-ce que ça imprègne toujours la société chinoise, les Chinois en général, cette pensée? Personnellement, je ne sais pas. Ah bon? Je n'ai pas de contact avec la Chine. J'ai travaillé, c'est très spécial, j'ai travaillé sur les textes, j'ai travaillé à partir du corps, de la méditation, etc. Donc une attitude très, très traditionnelle, à une époque où les Chinois, au moins en apparence, ne s'intéressaient plus trop à cela, au moins en apparence. Je suis allé en Chine finalement, quand je suis allé en Chine, ça a été pour faire des conférences, ça a été pour enseigner à l'université. Donc, c'est chinois, mais ce qu'il y a de profond là-dedans est plus que chinois. Oui, d'accord. Mais ça passe par le chinois, c'est pour ça que moi c'est passé par... C'est quand même... Je ne sais pas où ça en est maintenant en Chine. Mais il y a même un renouveau, si je peux le dire quand même, il y a un renouveau. Comment se joue ce renouveau par rapport au commercial, j'en sais rien. Je ne sais pas. Et toi, tu connais mieux, puisque ton maître est chinois. Oui. Enfin, il est mort, hein, en 98, Maître Tong. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, dans la manière de penser chinoise, ce qu'on peut constater, je ne sais pas, en diplomatie, en relations internationales, est-ce que ça joue encore? Est-ce que d'après vous, est-ce que vous avez... Je complète la question. L'idée générale qui est transmise aujourd'hui, c'est que la Chine est fondamentalement confucianiste, confucéenne, et quel rapport avec la culture et les mœurs, on va dire, quand elle n'est pas évidemment communiste. Et c'est les deux choses qui s'opposeraient, confucianisme, culture confucéenne et marxisme. Et quelle est la place du taoïsme là-dedans? Personnellement, je crois que cette place-là, on a tendance à... Comment je peux dire? J'avais des copains, j'ai rencontré des amis au Mexique quand je voyageais, qui était un gars qui écrivait, et il voulait venir à Paris parce qu'il était persuadé que quand on entrait dans un bistrot, il y avait Rimbaud, Baudelaire au flipper, et voilà. Et bon, non, tous les Français ne sont pas des poètes surréalistes. Et le monde chinois, et le taoïsme a quand même un côté, j'en avais parlé avec une grande sinologue très chouette qui s'appelle Catherine Despeux, il disait, on ne mesure pas toujours à quel point des choses là-dedans sont subversives. Par exemple, quand il fait l'apologie de l'enfant, nous ça va parce qu'on l'a appris comme ça. C'est traditionnellement en Chine, le modèle c'est le vieillard, pas l'enfant, c'est le vieux sage. Faire l'apologie, ou même l'apologie de l'ivrogne, qui du coup oublie son corps et se fait pas mal quand il dégringole, les escaliers, c'est très, très spécial. Maintenant, je pense qu'il y a... Comment je peux dire? Quand je parle des saisons, excuse-moi, je vais vite. Quand je parle des saisons, par exemple, j'explique souvent que nous, comme on est attentif aux objets et aux définitions, et moins au mouvement interne, par exemple, on fait démarrer l'été le 22 juin, le 21 juin. C'est-à-dire, en fait, le moment où les jours vont commencer à redescendre. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est ce qui apparaît. Pour les Chinois, traditionnellement, ce qui est important, c'est ce qui est en mouvement. C'est le mouvement sous-jacent. Et souvent, je dis, quand ils deviennent affairistes, ils sont redoutables. Parce que depuis des millénaires, ils ont appris à ne pas se fier au visible, mais que le réel est le mouvement qui est à l'intérieur du visible. Donc là, on peut comprendre comment
cette manière de penser comme ça, d'observer les mouvements intérieurs, d'observer les cycles et les rythmes, elle se perpétue, elle change de forme, elle s'applique à d'autres choses. Après, disons du travail confucéen et tout, je ne sais pas assez. Mais il faut dire qu'il s'est passé quelque chose, n'oubliez pas. Là, vous avez le Lao Tzu, l'époque des royaumes combattants, 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, l'époque de Confucius aussi. Après, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça s'est transformé petit à petit et c'est devenu une religion. Le taoïsme est une religion en Chine aujourd'hui. Pas une religion d'État, encore que... Mais ce qui reste, c'est ce qui a été transmis. Pourquoi les Chinois, ils vont dans l'espace? Pourquoi ils vont aller sur la Lune? Mais en combien de temps? En 30 ans? Ils dament le pion à tout le monde. C'est donc... il y a quelque chose qui s'est transmis. Et c'est ça la force de la Chine, en fait. La force de la Chine. Moi j'ai une question qui a été dit très important au début, c'est que les Chinois utilisent des symboles, des signes, des formes, donc une manière poétique pour nous, toujours imagée. Et si on se rappelle les concepts et l'imaginaire c'est le cerveau intuitif. Le cerveau analytique, il est cartésien, vous l'avez dit, il coupe les objets en quatre, les cheveux, tout ça, alors qu'une notion globale du monde, peut-être dans la haute chose, je ne sais pas, mais permet d'être beaucoup plus inclusif que de dire le Rhin c'est la frontière entre la France et l'Allemagne, ou la Somme, ceci, cela. Donc pour nous cartésiens, ce côté, les signes, les symboles, la multiplicité des interprétations, parce que la haute chose j'en ai au moins 3 ou 4, et ils ne disent pas du tout, ils disent pas toujours vraiment la même chose. Donc il y a une latitude, une largeur sur laquelle votre éclairage nous intéresse beaucoup. C'est vrai que des idéogrammes, mais tu as la même chose avec l'hébreu, par exemple. Moi, quand je travaille, il faut avoir 2-3 traductions devant soi et refaire le boulot. Pas parce qu'on va faire mieux, parce que bien sûr que je ne fais pas mieux que le Père Lard ou que des gens pour qui j'ai une grande admiration, que le Rochat de la Vallée, enfin bon, mais c'est une invitation à se remettre dans le... C'est comme si, comme je disais tout à l'heure, je me contentais de la description de X ou de Y d'un tableau. Et à un moment, il faut que je me remette dans le tableau et que je me laisse traverser. Évidemment que j'ai beaucoup de respect pour les X et les Y qui ont fait. Mais je voulais juste dire un petit truc, excuse-moi. Ça me fait penser à un truc que j'ai dit à Christophe tout à l'heure. C'est Christophe? Oui, Christophe. Pour voir comment ça a marqué. L'emblème de l'automne en Chine, c'est un exemple. L'emblème de l'automne, c'est le tigre blanc. Le blanc, c'est la faim, c'est le deuil, c'est la séparation. Le tigre blanc qui descend de la colline. En même temps, c'est très dangereux, parce que quand il descend de la colline, il a faim, etc. Et quand Mao Tse-tung dit « Les impérialistes, et les Américains et tous les impérialistes sont des tigres en papier », mais tout le continent asiatique comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire « vous êtes en automne ». Vous êtes puissant, mais descendant. Et des fois qu'on n'est pas compris, il dit « le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest ». Et comme lui, il s'appelle Tong, et que dans Tong, Mao Tse-tung, ça veut dire Est, d'un point de vue chamanique, il est autorisé, il est habilité à parler de l'Est. Donc là, en 2-3 mots, il a dit un truc, mais que c'est même pas... Nous, quand on dit symbolique, on a l'impression que c'est un truc en plus. C'est la base. N'importe quel paysan dans le fin fond d'une rizière entend ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous êtes en automne. C'est nous qui montons. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Hein. C'est pas pour ça que c'est vrai. Ah, voilà, il a repris une image. Voilà, Oui, non, bien sûr, je dis pas que c'est vrai. Facilement parler à chaque... Voilà, je parlais au niveau du langage. Bien sûr que c'est pas pour ça que c'est vrai. Mais c'est le grand danger, on l'a dit tout à l'heure, on va parvenir au taoïsme. En ce qui me concerne, je vous l'ai dit, je le dirai toujours. Le problème, c'est que le taoïsme, comme pas seulement le taoïsme, c'est une révélation. C'est-à-dire que, et que ça vient de la pensée magique. Si vous ne partez pas de là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez retomber dans les croyances, vous allez retomber dans, ou même dans Mao Tse-tung, tout ce que vous voulez. Mao Tse-tung, c'est pas un taoïste. Vous allez retomber dans la rationalité pas un taoïste occidentale. Oui, ce que tu veux, peu importe, mais c'est pas ça. Hein, c'est une révélation. Et donc, comment on obtient cette révélation, comment ça se fait? C'est ça qui est merveilleux de Lao Tse. Et tout le monde peut. Et c'est pour ça que c'est l'enfant, c'est l'esprit. Il va plus loin, il dit innocent. Lao Tse, je sais pas le passage, je ne peux pas. Voilà, innocent. C'est quand même l'innocence.
C'est-à-dire que c'est un savoir qui est lié à cette innocence. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On essaie de convaincre personne. Voilà. Mais c'est ça, cette innocence. Tu l'as dit tout à l'heure. Vous avez accès à quelque chose qui vous ouvrez. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça. C'est innocent. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est une sagesse qui ouvre des perspectives, mais qui n'est pas facile à comprendre. Du tout. Hein? J'avais un petit tiret sur ma question, c'est quand il parle de la vertu, puisque Tao Te Ching c'est quand même la vertu, si je me souviens bien, il dit il y a une vertu véritable qui ne se regarde pas, et une vertu un peu opaque ou petite ou moins bonne qui se regarde comme je suis la vertu, c'est-à-dire qui n'est pas, qui est avec un ego dedans. C'est ce que j'ai compris. Une vertu innocente. Je ne sais pas. C'est pas ça du tout. Je vois pas le texte. Le thé, la vertu c'est le thé, mais thé c'est la terre. Le te ou le thé de la vertu, en fait, il faut penser l'idéogramme. L'idéogramme de la vertu, ce qu'on traduit par la vertu, parce que c'est intraduisible ce genre de truc. C'est un truc extraordinaire, c'est une notion de 10 yeux, un trait, le cœur. 10 yeux attestent que quelque chose est droit. Ça sur le cœur. Ça s'appelle l'authenticité. Et à côté, il y a la clé de la marche. L'authenticité en marche. C'est ça qu'on traduit par vertu. Et on dit, c'est ce qui du ciel, il y a un texte de médecine qui dit, ce qui du ciel rayonne en moi s'appelle le te. Et là, dans ce texte, il dit, ce qui de la terre rayonne en moi, c'est le chi. Le chi est là, mis en position yin par rapport au te. C'est toujours un rapport. Nous, si on met le chi par rapport à la forme, on va dire le chi, ça vient du ciel et qui anime la forme. Mais là, dans ce texte-là, il est presque un échelon au-dessus. Il dit, ce qui du ciel, c'est le te. Moi, je le traduis, quand je cherche à traduire, par la direction éthique, le chemin, ce qui est juste pour moi. Mais c'est aussi la vertu des plantes. Le romarin soigne le foie. C'est son te, c'est sa vertu. C'est sa capacité au monde. Mais c'est pas uniquement moral. Il peut y avoir un peu de morale dedans, mais surtout quand je suis dans mon chemin. Moi, c'est comme ça que j'entends le te. Mais après... oui, c'est... Alors, la place de la petite vertu, de la grande vertu, certainement, je ne sais pas. Parce que c'est des jeux yin-yang. La vertu, elle est seconde par rapport au Tao. Et voilà. Et à chaque fois, c'est le chi, il est second par rapport... Le chi, c'est le moyen que j'ai... On retrouve ça en chamanisme. Les esprits du ciel qui te donnent la direction, et les esprits de la terre qui te donnent la puissance pour faire ton chemin. Ce sont généralement les esprits animaux. Voilà. Mais c'est des jeux comme ça, et puis on se promène dedans, quoi. Je veux dire, il faut un moment... Simplement, je crois que... Ce qui est important, enfin, excuse-moi, je vais pas... Ce qui est important pour nous, il me semble, c'est à chaque fois qu'on croit avoir saisi quelque chose, on l'explore, on voyage avec, et on le remet à l'eau. Vous savez, quand Héraclite dit à des pêcheurs, avez-vous fait bonne pêche? Oui, les poissons que nous avons pris, nous avons rejetés dans l'eau, et ceux que nous n'avons pas pris, nous les emportons avec nous. Et je crois que c'est un peu ça, être capable même de remettre en cause ce qu'on croit avoir compris. Moi, je passe mon temps un peu à ça. Par définition. Oui. Par définition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui est insaisissable, mais alors, le Bouddha dit la même chose. Vous savez qu'il y a un passage du Bouddha aussi, où il dit il y a quelque chose de supérieur. Malgré tout, ce qu'il sait, malgré tout, il dit quelque chose qui me dépasse. C'est un des passages qui a été traduit par Alexandra Devinel, qui est sur le Bouddha. Donc, il y a quelque chose qui dépasse, qui est insaisissable, et pourtant, si vous êtes en osmose, à ce moment-là, la magie opère. Et on revient à l'idée magique, mais l'idée magique réelle, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes dans l'amour que les choses adviennent, elles deviennent possibles. Il ne faut jamais l'oublier, parce que dès qu'on... Voilà. Même au seuil de la mort, il faut... Voilà. C'est ça la sagesse de l'autre. Et c'est là où c'est accessible.
Et l'amour, parce qu'on se donne, mais en se donnant une partie de nous-mêmes, Oui, on crée un vide. mais sinon on Et un reçoit vide- rien. Non, pardon. Et on crée un vide à ce moment-là parce qu'on donne une partie de notre amour. Je sais pas si on Un crée un vide, vide, et à mais... ce moment-là, il est comblé par autre chose. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Encore une fois, ce qui est étonnant, c'est quand on lit par exemple un philosophe comme Lao Tzu est un peu spécial, mais Chuang Tzu, c'est des historiettes. C'est tout ça prend la forme de gens qui font des pots, qui attrapent des cigales. C'est aussi une efficacité à vivre. C'est pas parce que moi je me méfie un peu des grands mots comme l'amour pour moi, pour tout ça, pour moi. Hein. C'est-à-dire quand on sort les grands mots, je sais plus, oui, je suis bien d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est juste que c'est un savoir de gens de la terre, une vision de gens très 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 simples et qui peuvent philosopher. Je voulais, enfin, non. Tu veux me parler de Lao Tzu, ces gens de la Terre? Lao Tzu, c'est spécial. Ah oui. Moi, je connais pas assez Lao Oui. Tzu. Lao Tzu m'impressionne beaucoup. Non mais Chuang Tzu avec les roues de charrette, etc., tout le monde comprend. C'est limpide. Enfin, Oui, le miroir. On a dit ça. tout, Le négatif. cette manière de... Pardon. Le négatif, vous le mettez dans le révélateur. Voilà, c'est ça Lao Tzu. Pour te répondre. Hein. Parce que sinon on peut faire des discours, mais c'est pas ça. Tu prends un négatif, tu le mets dans le révélateur, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu obtiens? Je ne sais rien. La photo. Je ne sais rien. Ouais, Bah, donc, tu obtiens la photo. tu mets le papier. Oui, C'est oui. pas le Mais il y a négatif donc que tu mets. une Tu mets alchimie. le papier que tu... Mais qu'est-ce qui opère? Et c'est ça la pensée magique. Et c'est aussi le miroir. Ce qui donne cette efficacité, entre guillemets, qui est incompréhensible pour ceux qui sont dans l'agitation, tout ça, ou peu importe, ou dans la force, dans le cul de la force, ou du combat, c'est qu'il ne peut pas comprendre qu'on peut être un miroir. Il n'y a que des êtres religieux, peut-être, ou des mystiques, parce que c'est pas... qui peuvent comprendre qu'il faut être un miroir. De toute façon, on ne comprend pas. Je veux dire, on ne comprend pas, on fonctionne. Pourquoi est-ce que quelqu'un a mal à la tête et je lui mets une aiguille au pied et il a plus mal à la tête? Je sais où mettre l'aiguille. Ça, j'ai appris. Ça, c'est mon boulot. Mais ça reste extraordinairement mystérieux. Ça reste absolument extraordinaire. Et je m'émerveille. Et le jour où je m'émerveille plus, je suis devenu un petit tâcheron. Je sais. Non, je ne sais pas, je suis à chaque fois étonné. Mais quand même, derrière, j'ai quand même passé des nuits à l'apprendre. Voilà. Mais c'est aussi cette ignorance-là. Mais au fond, pourquoi ça marche? Comment ça marche? On ne sait pas. Et on ne cherche pas à le savoir, d'ailleurs. Je sais pas. Moi, je vais vous inviter à éventuellement poursuivre la discussion en même temps que vous dédicacerez. Et on va faire le pot parce que quand même le temps a filé. Oui. Hein, vous pourrez poursuivre la discussion au fur et à mesure de la dédicace pour ceux qui veulent se faire dédicacer le livre. temps existe. Hein, voilà, le temps, oui, c'est une des dimensions. Donc merci, bravo. Bah, merci. Donc, Notre route aussi. Quoi?